Mon fils a utilisé les 30 000 € que je lui avais donnés pour des vacances familiales en Polynésie française. Puis il m'a regardé droit dans les yeux à l'aéroport et m'a dit qu'il avait oublié d'acheter mon billet. Il l'a dit sur le même ton décontracté que s'il avait oublié d'acheter du lait. Il m'a dit de rentrer simplement chez moi. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la maison, c'est l'endroit où un homme construit sa vie et où il garde le numéro de téléphone d'un très bon avocat. Au moment où leur avion atterrissait au paradis, j'avais déjà passé un appel qui transformerait leur rêve tropical en cauchemar. Avant de continuer, dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas d'aimer et de t'abonner si tu crois que le respect, ça se gagne, pas que ça s'hérite. L'air dans le terminal de l'aéroport était chargé de ce bourdonnement stérile de l'air recyclé et du roulement sourd des valises. C'était un bruit de départ, de nouveau début. Je me tenais à côté d'une montagne de bagages flambant neufs, avec cette odeur de plastique frais qui collait encore aux poignets. Mon fils, Marc, avait insisté là-dessus. « Il faut voyager avec classe, papa », m'avait-il dit avec un grand sourire éclatant. J'avais tout payé, bien sûr. Comme j'avais payé les billets en première classe, le complexe 5 étoiles, toute cette expérience à 30 000 €. C'était ma tournée, après tout, mon cadeau à la famille. Chloé, ma belle-fille, papillonnait autour des enfants, sa voix un peu trop aiguë, un peu trop joyeuse. Elle ajustait le col de notre petit-fils Léo pour la 3e fois, un geste censé paraître maternel, mais qui trahissait une pure énergie nerveuse. Marc ne regardait aucun d'entre nous. Son regard était fixé sur l'écran des départs, son pied tapotant un rythme rapide et anxieux contre le sol poli. J'étais le seul à rester parfaitement immobile, une petite île de calme dans leur océan d'excitation agité. Je les observais, mon fils et sa femme, et je ressentais cette douleur familière d'une distance qui n'avait rien à voir avec les kilomètres. Ils étaient là, juste devant moi, mais ils étaient partis depuis longtemps, très longtemps. On a enfin atteint le comptoir d'enregistrement. L'hôtesse, une jeune femme avec un sourire professionnel, mais fatiguée, a pris nos passeports. Elle a tapé sur son clavier, ses yeux scrutant l'écran. Elle a rendu les passeports à Marc, Chloé et aux enfants. Puis elle m'a regardé, son sourire vacillant une seconde. « Monsieur Moreau », a-t-elle dit, sa voix polie mais ferme. « J'ai votre passeport ici, mais je ne trouve pas de réservation pour vous sur ce vol. » Les mots ne semblaient pas avoir de sens. Ils flottaient dans l'air entre nous, des sons insignifiants sur fond de bruit d'aéroport. J'ai senti une douzaine de paires d'yeux de la file derrière nous. Je me suis tourné vers Marc, une simple question sur le visage. Son propre visage, celui que j'avais vu grandir d'un garçon à un homme, était un mur vide. Il évitait mon regard. Il était soudain fasciné par un fil qui dépassait de la manche de sa veste. « Marc » ai-je dit, ma voix calme, mais elle a tranché le bruit comme une lame. Chloé a été la première à réagir, avec un hoquet théâtral. « Oh mon Dieu !» a-t-elle soufflé, une main sur le cœur. « Il doit y avoir une erreur. » Mais il n'y avait pas d'erreur. Je le voyais à la façon dont les épaules de mon fils se tendaient, à la façon dont il refusait de me regarder. La vérité était là, devant moi, plus laide que n'importe quel mensonge qu'il aurait pu inventer. « Papa », a finalement marmonné Marc, toujours fixé sur ce fil imaginaire. « Bon sang, je suis vraiment désolé. Les choses ont été folles au boulot, avec les enfants et tout préparé. » Il a enfin levé les yeux, et ils étaient remplis d'une excuse superficielle, répétée. « Je crois, dans tout ce chaos, j'ai oublié de réserver ton billet. » L'excuse était si faible, si insultante, qu'elle tenait à peine debout. 30 000 €, et il avait oublié. Chloé a sauté dans son rôle d'épouse solidaire. « Oh, chérie, ne t'inquiète pas », a-t-elle dit, sortant son téléphone avec un geste théâtral. « Voyons si on peut acheter un billet de dernière minute tout de suite. Ça ne peut pas coûter si cher, hein ?» Oh, ses doigts dansaient sur l'écran. Je l'observais, une actrice chevronnée, jouant un rôle qu'elle connaissait bien. Son visage s'est assombri en une masque de profonde déception. « Oh, Charles », a-t-elle dit, en tournant le téléphone vers moi, comme pour prouver son point. Un siège de dernière minute coûte presque 3000 €, et il ne serait même pas près de nous. C'est criminel. Il se tenait là, un front uni de regret fin, lui, le fils étourdi.
elle, la réparatrice impuissante. Ils avaient répété ça. La pensée était aussi froide et dure que le sol en marbre sous mes pieds. Ce n'était pas une erreur, c'était une mise en scène. Marc a fait un pas vers moi, posant une main sur mon épaule. Elle pesait lourd, non pas d'affection, mais du poids de son rejet. « Écoute, papa, » a-t-il dit, baissant la voix en un murmure complice, comme si on formait une équipe pour résoudre un problème. L'embarquement va commencer d'une minute à l'autre. On ne peut rien faire maintenant. Il a serré mon épaule. Pourquoi tu ne prends un taxi et rentres chez toi? Repose-toi. On se sent vraiment mal, sincèrement. On te ramènera le meilleur souvenir de l'île. Rentrer chez moi. Les mots résonnaient dans le silence soudain de mon esprit. Il me renvoyait comme un enfant qui avait mal agi, comme un inconvénient arrangé. J'ai regardé au-delà de lui, vers mes petits-enfants, Léo et Maya, qui observaient avec des yeux confus. J'ai regardé les nouveaux bagages que j'avais payés. J'ai regardé la vie que j'avais donnée à mon fils, les opportunités, le soutien, le filet de sécurité financier incessant. Et en retour, il me donnait 2 mots. Rentrer chez moi. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je ne leur ai pas donné le drame qu'ils attendaient peut-être. J'ai simplement regardé mon fils, soutenu son regard un long moment et vu un étranger. J'ai hoché la tête lentement, délibérément. « D'accord, fiston », ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Bon vol à tous. Je me suis retourné et je suis parti, sans me retourner. J'ai senti leur soupir collectif de soulagement dans mon dos. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient s'être débarrassés de moi. Mais en marchant vers la sortie, mes pas n'étaient pas ceux d'un vieil homme vaincu. C'étaient les pas mesurés, assurés d'un artisan sur le point de se mettre au travail. La ville défilait derrière la vitre du taxi dans un flou de briques et de verre, des rues familières qui paraissaient étranges et lointaines. J'ai capté mon reflet dans la fenêtre, superposé au paysage en mouvement. Un instant, j'ai vu un étranger, un vieil homme fatigué, avec les lumières crues de l'aéroport encore gravées autour des yeux. Mais la sensation est passée. L'homme qui me regardait n'était pas fatigué. Il était éveillé. Il voyait les choses avec une clarté aussi tranchante et douloureuse qu'un éclat de verre brisé. Rentrer chez moi. Les mots n'étaient plus l'écho de la voix de mon fils. Ils étaient devenus mon propre ordre, une déclaration de mission. La piqûre vive et chaude de la trahison s'était estompée pendant ma marche silencieuse hors du terminal. Elle avait été remplacée par quelque chose de froid et lourd, de solide. C'était la sensation d'un outil qui se pose dans la main d'un artisan. Ce n'était pas la douleur messie et émotionnelle d'une dispute familiale. C'était la géométrie propre et simple d'un problème à résoudre. Ils avaient fait un calcul critique erroné. Ils voyaient un vieil homme, un portefeuille, une relique à gérer et à apaiser. Ils avaient oublié qu'ils parlaient à l'homme qui avait construit la maison où ils avaient grandi, brique par brique. Ils pensaient jouer contre un pion qu'ils pouvaient sacrifier. Ils n'avaient pas idée qu'ils étaient assis en face du roi, et il venait de le renvoyer dans son château. Le taxi a tourné dans ma rue, et je n'ai ressenti ni tristesse, ni apitoiement sur moi-même. J'ai ressenti une concentration calme et bouillonnante. Je n'étais pas une victime, rentrant lécher ses plaies. J'étais un stratège rentrant au quartier général. La maison était silencieuse, retenant son souffle dans la lumière de fin de matinée. Tout était comme je l'avais laissé 1 heure plus tôt. Pourtant, l'espace semblait entièrement différent. C'étaient les mêmes 4 murs, les mêmes meubles que j'avais construits, les mêmes photos d'une famille souriante sur la cheminée. Mais le vide était nouveau. C'était un espace creux, creusé par une trahison que je n'avais pas vu venir. Je suis entré dans le salon et me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, celui au motif floral, fané par des années de soleil. Son fauteuil, le fauteuil de rue. Et dans le silence, j'ai presque entendu sa voix, non avec tristesse, mais avec la sagesse calme et intuitive qu'elle avait toujours. Rose voyait le monde avec l'œil d'une artiste pour les détails. Elle remarquait les fines fissures avant qu'elles ne deviennent des cassures. Des années plus tôt, après que Marc avait demandé un prêt important pour une voiture dont il n'avait pas besoin, elle s'était assise avec moi sur la terrasse, le regardant s'éloigner. « Il a tes mains, Charles », avait-elle dit, le regard lointain. « Mais il n'a pas ta patience pour le bois. Il ne veut que la table finie. » Je ne l'avais pas pleinement compris à l'époque.
Je pensais que c'était juste l'inquiétude d'une mère. Maintenant, assis dans son fauteuil, ses mots étaient clairs comme un carillon. Elle disait aussi « L'argent ne change pas une personne, Charles. Il la rend juste plus elle-même. » Et dans mon deuil, après son départ, j'avais oublié ça. J'avais confondu ma générosité avec de l'amour, alors qu'en réalité, c'était juste du carburant pour la faiblesse de mon fils, pour l'homme arrogant qu'il devenait. La douleur dans ma poitrine n'était pas seulement pour moi, c'était pour elle, pour l'héritage de dur labeur et de dignité tranquille que nous avions construit ensemble. Ce n'était plus à propos d'un vol raté, c'était à propos des fondations de notre œuvre de vie. Et je ne resterai pas, les bras croisés, à regarder mon fils les démolir pour une poignée de cendres. Je me suis levé de son fauteuil, la chaleur du soleil dans mon dos. Le chemin devant moi n'était plus brumeux de douleur. C'était une ligne droite et claire. Je suis entré dans mon bureau, la seule pièce de la maison qui était plus la mienne que la nôtre. Les murs étaient tapissés de livres sur le travail du bois et l'histoire, et l'air sentait la sciure et le vieux papier. Le bureau, un solide morceau de chêne foncé, était la première chose que j'avais construite pour cette maison. Je l'avais fait pour durer. J'ai passé ma main sur sa surface lisse et fraîche, sentant le grain du bois sous ma paume. C'était un bureau pour prendre des décisions. Je n'avais pas besoin de chercher un numéro. Je le connaissais par cœur. J'ai décroché le combiné du vieux téléphone fixe sur mon bureau et composé. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix nette et professionnelle réponde. Cabinet d'avocat de David Leclerc. David, ai-je dit, ma voix assurée. C'est Charles Moreau. Il y a eu une brève pause, puis son ton s'est un peu réchauffé. Monsieur Moreau, c'est bon de vous entendre, même si j'ai l'impression que ce n'est pas un appel amical. Tout va bien? Je suis allé droit au but. J'ai besoin que vous preniez des mesures immédiates sur une affaire sensible, David. Je veux que vous rédigiez les documents légaux nécessaires pour geler temporairement tout accès au fonds familial Moreau pour mon fils, Marc Moreau, avec effet immédiat. J'ai entendu le bruit faible de la frappe au clavier à l'autre bout. Compris, a-t-il dit. Quelle est la raison de cette révision? Une réévaluation fondamentale des termes et des bénéficiaires du fonds, ai-je dit, les mots solides et vrais. Ça suffira pour l'instant. Bien sûr, a répondu David. Je vais faire rédiger et déposer les documents dans l'heure. Quand voulez-vous que j'envoie la notification officielle à Marc? C'était la partie cruciale, c'était le coût qui comptait. Je veux que la notification soit envoyée à son adresse email principale dans les 5 prochaines minutes, ai-je dit. Il est actuellement en vol pour la Polynésie. Il sera en l'air injoignable pour les 6 prochaines heures. Je veux que cet email soit la première chose qu'il voit quand il atterrira et allumera son téléphone. La ligne est restée silencieuse un moment. Je savais que David comprenait tout ce que je ne disais pas. Il comprenait le timing, la stratégie, le but froid et dur. Considérez ça comme fait, monsieur Moreau, a-t-il dit, sa voix ne laissant aucun doute. Merci David, ai-je répondu, et j'ai reposé doucement le combiné. Je suis resté assis à ce bureau que j'avais construit dans la maison que j'avais payée, et j'ai imaginé un email, un petit messager digital silencieux, commençant son voyage à travers le pays. C'était la première brique que je poserais dans les nouvelles fondations de ma vie. Assis à mon bureau, le tic-tac de la pendule dans le couloir était le seul bruit. C'était un rythme que je connaissais bien, un battement de cœur régulier pour une maison dont le cœur avait été arraché quand Rose était partie. Le plan que j'avais mis en marche n'était pas né d'un seul moment de irrespect à l'aéroport. Il avait été forgé sur des années de petites trahisons, 1000 minuscules fissures dans les fondations de ma confiance. Les souvenirs, ceux que j'avais repoussés, revenaient maintenant avec une clarté parfaite et douloureuse. Je me souviens d'un dîner du dimanche, juste quelques mois après les funérailles. La maison était encore enveloppée d'un silence lourd que nous essayions de remplir avec des conversations insignifiantes. Chloé, avec son sourire parfait, avait désigné l'étagère en bois de cerisier poli, dans le coin où je gardais ma collection de montres anciennes. « Charles », avait-elle dit, sa voix dégoulinant d'admiration. « Chaque fois que je vois ça, je suis émerveillé. Ce ne sont pas juste des montres, c'est de l'histoire. » J'avais expliqué que chacune marquait une étape. Le premier gros contrat pour l'entreprise, l'année de la naissance de Marc, le 25e anniversaire avec Rose. Chacune était un chapitre de ma vie.
acheté avec de la sueur et de la patience. C'est là que Marc a vu son ouverture. Il s'est penché en avant avec son air sérieux d'homme d'affaires. Tu sais, papa, elle reste là à prendre la poussière. Ce sont des actifs sous-utilisés. Je l'ai juste regardé. Elle a continué. Il y a ce nouveau projet sur lequel je travaille et faire bonne impression, c'est tout. Si je pouvais juste emprunter l'une des plus impressionnantes, juste pour quelques réunions clés, c'est pour tirer parti de ce qu'on a pour construire l'avenir. Je me souviens de la façon prudente dont il choisissait ses mots. Tirer parti, actif, avenir. C'était un des mots froids et vides pour décrire des choses qui contenaient tant de mon passé. Fiston, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Ce ne sont pas pour tirer parti, ce sont pour se souvenir. Elle reste ici. Le changement a été immédiat. Le sourire charmant a disparu. Il s'est adossé à sa chaise, a pris sa fourchette et a commencé à pousser sa nourriture dans l'assiette. Un homme de 39 ans, boudant comme un enfant privé de jouets. D'accord, a-t-il marmonné. Comme tu veux. J'essayais juste de faire quelque chose de moi. Il ne m'a plus adressé un mot du reste de la soirée. J'avais vu la cupidité à ce moment-là, à peine voilée sous l'ambition. Mais le deuil est un brouillard. Il floute les contours. Je me suis dit qu'il était juste impatient. Je me suis dit qu'il ne comprenait pas. Mais maintenant, je sais. Il comprenait parfaitement. Il s'en fichait juste. Si l'incident avec les montres était un signal d'alarme, alors la boutique en ligne de Chloé était un incendie que j'ai essayé d'éteindre avec des billets de 100 €. Elle l'appelait son projet passion, une collection triée sur le volet de foulards et de bijoux surévalués. Ça a duré 6 mois. La première fois que j'en ai entendu parler de l'échec, c'était un appel paniqué de Marc. Il l'a amenée ce soir-là. Elle était une maestra de la mise en scène. Pas de maquillage, les yeux rougis, assise voûtée sur mon canapé, comme un oiseau fragile à l'aile brisée. Les larmes étaient parfaitement chronométrées, coulant sur ses joues pendant que Marc expliquait comment les fournisseurs Optati et Tropicana et les compagnies de cartes de crédit appelaient sans arrêt. « J'ai tellement honte, Charles, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Je voulais juste construire quelque chose à moi. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'ai déçu Marc. Sa performance était impeccable. Elle tordait ses mains, refusait le contact visuel, rayonnait la honte. J'ai fait ce que je pensais qu'un père devait faire. Je protégeais mon fils du stress, de la ruine potentielle de leurs finances. Je préservais la stabilité de la famille. J'ai signé un chèque pour couvrir ses dettes. Un chèque de 50 000 €. Le soulagement qui a envahi son visage était biblique. Elle m'a sauté au cou, sanglotant de gratitude. « Tu es notre sauveur, Charles », a-t-elle pleuré contre mon épaule. « Je te rembourserai chaque centime. Je le jure. Je prendrai un deuxième boulot, je ferai ce qu'il faut. » Je l'ai cru, ou plutôt, j'ai choisi de le croire. 3 jours plus tard, je roulais dans le quartier chic de la ville en allant à la quincaillerie. J'ai arrêté à un feu rouge et mes yeux ont dérivé vers les vitrines impeccables. Et puis je l'ai vue. C'était Chloé, sortant d'une boutique de sacs de luxe, un de ces endroits où les étiquettes ont des virgules. Il n'y avait plus trace de l'oiseau brisé de mon salon. Elle rayonnait, triomphante, un sac shopping orange vif dans une main et un nouveau sac en cuir, coûteux sous l'autre bras. Elle riait au téléphone, un son insouciant et joyeux. Le feu est passé au vert. La voiture derrière a klaxonné. J'ai continué, mais l'image était gravée dans mon esprit. Le visage baigné de larmes de la femme qui promettait de me rembourser, et le visage souriant de celle qui venait de dépenser une partie de ma générosité en un nouveau trophée. Je ne l'avais pas sorti d'une crise. J'avais juste payé pour le prochain chapitre de son irresponsabilité. Les montres étaient un test. Les 50 000 € de dette de Chloé étaient une répétition, mais la vraie cible, le grand prix, c'était toujours le fonds familial Moreau. Rose et moi l'avions mis en place il y a des années. Ce n'était pas juste une collection d'actions et d'obligations, c'était la somme de nos vies, c'était la sueur de nos fronts, la sueur sur nos vêtements, les nuits tardives penchées sur des registres et des plans, tout distillé en un seul legs puissant pour notre fils. Mais c'était censé être ça, un legs. Quelque chose pour lui après mon départ, des fondations pour l'avenir de sa propre famille. L'année dernière, cependant, Marc avait commencé à le traiter comme un compte courant qu'il ne pouvait pas tout à fait accéder. Les questions ont commencé subtilement.
Un appel par-ci, une question décontractée au dîner par-là. « Eh papa », commençait-il, sa voix légère et nonchalante. « J'ai parlé à un conseiller financier et il dit que c'est toujours malin de connaître les détails. Le fonds est-il révocable ou irrévocable ? » Une semaine plus tard, une autre question. Y a-t-il des clauses pour un déblocage anticipé ? Tu sais, pour une opportunité d'investissement majeure, unique ? Il tournait autour comme un requin, sondant les faiblesses de la cage. Chaque fois, je lui donnais la même réponse. Le fonds est pour ton avenir, fiston, pas ton présent. Je pensais que ma fermeté suffirait. J'avais tort. Et assis là, dans le silence de mon bureau, les dernières pièces hideuses se sont mises en place. C'était comme regarder une série de points aléatoires et déconnectés, et soudain voir l'image terrifiante qu'ils formaient, les questions persistantes sur le fond, la proposition soudaine et enthousiaste pour des vacances familiales, luxueuses en Polynésie, l'insistance pour que je paye tout d'avance, l'acte final et brutal à l'aéroport. Ce n'était pas une série d'actes égoïstes, c'était une campagne coordonnée unique. Les 30 000 € de vacances n'étaient jamais pour du temps en famille. C'était l'appât, c'était le coup pour m'amener dans un endroit lointain et beau où ils imaginaient que je serais détendu, désarmé et plus enclin à signer des papiers qui leur donneraient un accès à l'œuvre de ma vie. Me laisser à l'aéroport n'était pas une erreur. C'était leur plan B arrogant et maladroit. C'était le moment où ils avaient décidé que même sans ma signature, ils méritaient quand même les vacances que j'avais payées. C'était la preuve ultime. Ils ne voulaient pas juste mon argent, ils voulaient que ma vie soit finie. Le lendemain matin, j'ai enfilé le costume que Rose disait toujours me donner un air distingué. J'ai rassemblé mes relevés bancaires, imprimé quelques emails clés et les ai placés dans une vieille mallette en cuir qu'elle m'avait achetée pour notre 10e anniversaire. C'était une mallette qui avait porté des contrats pour du travail honnête, pour des bâtiments qui tenaient encore solides contre le vent. Maintenant, elle portait les preuves d'une fondation qui s'effritait. Le cabinet de David Leclerc était au 34e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, un monde de verre et d'acier qui bourdonnait d'une ambition tranquille. Il était jeune, vif et impeccablement vêtu, mais ses yeux contenaient une intelligence calme et ancienne que je respectais. Il a écouté sans interruption, pendant que je déballais tout sur son bureau en acajou poli. Je ne l'ai pas présenté comme le récit larmoyant d'un père endeuillé. Je l'ai présenté comme un dossier. J'ai parlé de l'incident avec les montres, établissant une base d'arrogance. J'ai étalé les relevés financiers montrant le transfert de 50 000 € pour couvrir les dettes du business de Chloé, plaçant à côté une photo imprimée que j'avais trouvée sur sa page de réseaux sociaux. Une image d'elle souriante, avec le nouveau sac de luxe, posté 3 jours après le sauvetage. David a regardé la photo, puis moi son expression impénétrable. Je l'ai guidé à travers les questions récentes et persistantes de Marc sur le fond. Je les ai récitées mot pour mot. Enfin, je lui ai raconté l'aéroport. Ma voix n'a jamais tremblé. Je n'étais pas là pour de la sympathie. J'étais là pour le conseil d'un artisan sur une structure défaillante. Quand j'ai fini, j'ai croisé les mains sur ma mallette. Je ne suis pas ici aujourd'hui par colère, David, ai-je dit, ma voix basse et assurée. Je suis ici parce que les fondations sont fissurées. Les murs porteurs de respect et de confiance sont compromis. Avant que toute la maison s'effondre, j'ai besoin de connaître mes options pour renforcer la structure. David s'est adossé à sa chaise, tapotant un stylo sur un bloc-notes. « Monsieur Moreau, a-t-il dit lentement, d'après ce que vous m'avez montré, ce n'est pas juste une fondation fissurée. C'est un schéma constant et délibéré d'exploitation financière et émotionnelle. Des renforts pourraient ne pas suffire. J'avais prévu qu'il hoche la tête et commence à parler de clauses légales, d'ajouts d'amendements et de stipulations au fond. Au lieu de ça, David Leclerc a posé son stylo et croisé les doigts, son regard direct et sérieux. « Monsieur Moreau, a-t-il commencé, se penchant légèrement en avant. Parlons franchement, vous êtes venu en parlant de renforcer une fondation fissurée. Mais ce que fait un bon bâtisseur, et vous le savez mieux que moi, c'est déterminer la cause de la fissure. Et d'après ce que vous m'avez dit, ce n'est pas une fissure due au temps ou à la pression. C'est une fissure causée par du poison mélangé au béton dès le départ. » La métaphore flottait dans l'air, crue et précise. Si on ajoute juste des garde-fous et de nouvelles clauses au fond existant, a-t-il continué,
Vous mettez essentiellement un verrou plus solide sur une porte que votre fils et sa femme ont prouvé qu'ils sont prêts à brûler. Vous passerez le reste de vos années en état de siège permanent, à défendre constamment vos décisions, votre compétence, votre droit à l'œuvre de votre vie. Un état de siège permanent. La phrase m'a frappé avec la force d'un coup physique. C'est exactement ce qu'était devenue ma vie sans que je m'en rende compte. Une bataille lente et épuisante contre l'arrogance. Ce que vous proposez, c'est de la défense, a dit David. Je suggère qu'on considère l'offensive. On ne protège pas juste les actifs. On change la nature du legs lui-même. On peut restructurer tout votre patrimoine de façon à ce qu'il devienne une force pour le bien, un témoignage public des valeurs que vous et votre femme aviez, une structure fortifiée légalement et qui sert un but si loin de leur portée qu'ils ne peuvent pas la toucher, la corrompre ni la manipuler. Je l'ai fixé. J'étais venu dans son cabinet en pensant à comment barrer la porte à mon propre fils. David suggérait que je démolisse la maison et construise une forteresse à sa place, une dont les portes s'ouvriraient sur le monde entier, sauf pour la seule personne qui pensait que c'était son droit de naissance. Il ne m'offrait pas juste une stratégie légale. Il m'offrait la paix. J'ai regardé par la fenêtre du cabinet de David sur la ville étendue en bas. Tant de bâtiments, tant de vie, tous construits sur des fondations d'une sorte ou d'une autre. J'ai pensé à la fondation faible que mon fils essayait de bâtir sa vie dessus, une fondation d'arrogance et de cupidité. Et puis j'ai pensé à un autre type de fondation. Je me suis tourné vers David. « Ça vous dérange si je passe un appel ?» ai-je demandé. Il a simplement fait un geste pour que je procède. J'ai composé le numéro de ma nièce, Imani, la fille de ma défunte sœur. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix vive et pleine d'énergie. « Oncle Charles, c'est si bon de t'entendre. » Il n'y avait pas de faux-semblant dans sa voix, pas d'agenda caché, juste une chaleur genuine. On a parlé quelques minutes de ses cours, de ses profs. Je lui ai demandé pour le centre communautaire qu'elle concevait pour son projet final. Sa voix s'est illuminée pendant qu'elle le décrivait, parlant de bois durable, de lumière naturelle, et de créer un espace qui servirait les personnes âgées du quartier. Elle parlait de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui aiderait les gens. Elle ne me demandait rien, elle partageait sa passion. « Tu as ce feu en toi, lui ai-je dit, ma voix épaissie par l'émotion, tout comme ta tante Rose. Dis-moi, petite, tu te souviens de ce qu'elle disait être la partie la plus importante de n'importe quelle structure ? J'ai presque entendu son sourire au téléphone. La partie qu'on ne voit pas, a-t-elle dit sans hésiter, le caractère du bâtisseur. J'ai fermé les yeux, c'était ça, c'était la réponse. Tu me rends fière, Imani, ai-je dit doucement. Tu la rends fière. J'ai raccroché et posé mon téléphone face contre le bureau poli. Un sentiment profond de paix s'est installé en moi. Le chemin n'était plus juste clair. Il était illuminé. J'ai regardé David Leclerc et il a su au moment où il a vu mon visage. Le temps de la délibération était fini. Allons-y, ai-je dit. Je veux que vous commenciez la procédure légale pour dissoudre complètement le fonds familial Moreau. Puis, à sa place, je veux que vous établissiez une nouvelle entité. Nous l'appellerons la Fondation Rose Moreau. David a pris son stylo, prêt à écrire. Sa mission unique, ai-je continué, chaque mot une brique posée en place, sera de fournir des bourses complètes de 4 ans pour des étudiants prometteurs d'origine africaine poursuivant des diplômes en architecture et design. Et quand le moment viendra, je veux que la première personne à qui on offre le poste de directrice exécutive de cette fondation soit ma nièce, Imani Moreau. 6 heures et des milliers de kilomètres plus loin, le paradis tenait exactement ses promesses. L'air qui a accueilli Marc et Chloé en sortant de l'aéroport climatisé était une couverture chaude et parfumée, sentant le sol et les fleurs. Le hall du complexe était encore mieux. C'était une cathédrale ouverte de richesse, avec un plafond vertigineux, des plantes luxuriantes cascadant le long des murs, et une brise douce portant le son d'une musique tahitienne lointaine. On leur a tendu des serviettes fraîches et humides et des verres de jus d'ananas. Chloé a laissé échapper un petit soupir de plaisir pur et absolu. « C'est ça, chérie », a-t-elle murmuré à Marc, serrant son bras. « C'est comme ça que la vie devrait être. » Marc, se sentant expansif et victorieux, a scruté la scène
comme un roi contemplant son nouveau domaine. Il l'avait fait, il avait réussi. Il a sorti son téléphone de sa poche, prêt à poster la première photo sur les réseaux, un cliché décontracté de la piscine à débordement avec une légende comme « Enfin, un peu de repos bien mérité ». Pendant que le téléphone se connectait au Wi-Fi du complexe, une cascade de notifications a inondé l'écran. Parmi elles, un email avec un sujet qui lui a noué l'estomac. C'était du cabinet d'avocat de David Leclerc. Au comptoir d'accueil en marbre luisant, la concierge, une belle femme avec une fleur dans les cheveux, leur a offert un sourire éblouissant. « Bonjour et bienvenue au paradis, monsieur et madame Moreau. Nous avons juste besoin d'une carte de crédit pour les frais accessoires et la taxe de séjour. » Marc, essayant encore de digérer le jargon légal de l'email sur son téléphone, a tendu la carte Platinum avec un geste confiant. C'était la carte liée au fond, celle avec un plafond pratiquement illimité. La concierge l'a passée. Un petit froncement poli a touché ses lèvres. Elle l'a repassée. « Je suis vraiment désolée, monsieur, » a-t-elle dit, son sourire se crispant légèrement. Il semble que cette carte ait été refusée. Marc a fixé le mot à l'écran. Refusé. C'était un cécé, un concept étranger pour lui, un mot d'une autre langue destiné aux autres. Il a arraché la carte des mains de la concierge, son visage virant au rouge foncé. « Repassez-la » a-t-il aboyé. « Il doit y avoir un problème avec votre machine. » La concierge, son sourire professionnel, maintenant figé, l'a repassé. Refusé. Je n'étais pas là pour voir ça, bien sûr. Mais assis dans le silence de mon bureau, je pouvais imaginer la scène aussi clairement que si j'étais assis dans l'un de ces fauteuils de hall surévalués. Je pouvais voir la panique commencer à éclore dans les yeux de mon fils, la façon dont sa confiance se brisait comme du verre bon marché. Je pouvais voir Chloé agripper son bras, ses ongles manucurés s'enfonçant dans sa manche, sa voix un murmure venimeux à son oreille. Mon téléphone, posé sur le bureau à côté de moi, s'est allumé avec le premier message. C'était de Marc, une tentative de projeter le contrôle. « Papa, il y a un problème avec la carte. Probablement une alerte fraude de la banque. Tu peux les appeler quand tu auras le temps. » J'ai lu le message et reposé le téléphone. 10 minutes ont passé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Chloé cette fois. La politesse s'effilochait déjà. « Charles, il ne nous donne pas la clé de la chambre. Les enfants sont fatigués et grognons. Tu dois arranger ça de comme... » J'ai continué ma lecture. Les appels ont commencé peu après. D'abord Marc. J'ai regardé son nom clignoter à l'écran, laissé sonner jusqu'à la messagerie. 1 minute plus tard, il a rappelé. J'ai ignoré. Puis, le nom de Chloé est apparu, une présence vibrante et furieuse sur le bois poli. Puis Marc encore. C'était un battement digital frénétique d'arrogance, se muant en peur. Les messages sont devenus un torrent de panique brute et d'accusations. Pourquoi tu réponds pas? Décroche. Tu as fait ça exprès? C'est une blague tordue? Et enfin, celui que je savais pure Chloé, sa rage non filtrée. Comment tu as pu nous faire ça? À tes propres petits-enfants? Tu es un vieil homme cruel et égoïste. Tu nous as abandonnés. C'était fascinant, vraiment. Toutes les couches de charme et de sophistication qu'il portait comme des vêtements chers étaient arrachées. Un appel manqué à la fois. Dessous, il y avait la terreur crue et laide de 2 personnes qui venaient de réaliser que la banque qu'ils avaient pillée toute leur vie avait enfin silencieusement fermé ses portes. De retour chez moi, il n'y avait pas de chaos. Il y avait seulement l'odeur d'huile de citron et le frottement doux d'un chiffon sur du vieux bois. J'étais dans mon atelier, l'endroit où j'avais toujours donné du sens au monde en construisant des choses. Dans mes mains, il y avait une petite table à 3 pieds que j'avais faite pour Rose à notre premier anniversaire. Sa surface était devenue terne au fil des ans. Je lui redonnais son éclat. Sur l'établi, mon téléphone faisait un caprice digital. Il vibrait violemment, glissant sur la surface de chaînes scarifiées, l'écran s'allumant avec leurs noms, l'un après l'autre. Marc, Chloé, Marc encore. C'était un pouls frénétique de désespoir, essayant d'envahir mon sanctuaire. Je ne l'ai pas mis en silencieux. Je l'ai laissé sonner. À chaque passage du chiffon, je jetais un œil à l'écran. Le nombre d'appels manqués grimpait. 10, 27, 54. Chaque vibration était une exigence. Chaque sonnerie sans réponse était une accusation. Mais ils n'appelaient pas leur père. Ils appelaient leur banquier.
Ils ne s'inquiétaient pas de mon bien-être. Ils étaient terrifiés pour leur accès. Et face à leur effondrement, je ressentais un calme profond et inébranlable. Je ne les punissais pas. Je leur enseignais une leçon dans une langue qu'ils pourraient enfin comprendre. Je leur enseignais le sens du mot « conséquence ». Le grain profond et rouge du bois de cerisier commençait à briller sous ma main, sa lumière intérieure revenant. Je restaurais l'ordre, c'était tout. Il leur a fallu 3 jours pour rentrer de Polynésie. 3 jours d'annulation de vols low-cost, de longues escales et de l'humiliation lente et écrasante de leur exil auto-infligé. J'ai su le moment où ils sont arrivés. Le bruit de la portière claquant avait une fureur particulière et les pas sur ma terrasse étaient lourds d'indignation. Ils n'ont pas frappé, ils ont martelé la porte. Je l'ai ouverte et les ai regardés. Le paradis n'avait pas été clément. Ils avaient dans l'air d'avoir fait naufrage. La tenue en lin crème coûteuse de Chloé était froissée et tachée. Son visage, sous un bronzage inégal et fané, était un masque de rage épuisé. Marc ressemblait à un fantôme. L'homme suffisant et confiant que j'avais vu pour la dernière fois à l'aéroport avait disparu, remplacé par un étranger aux yeux creux avec des cernes sombres et une mâchoire serrée de ressentiment. Ils étaient venus prêts pour une bagarre, débordant de discours qu'ils avaient sans doute répétés pendant le long vol de retour. Ils m'ont poussé pour entrer dans l'entrée, prêts à déchaîner leur tempête. Et puis ils se sont arrêtés. Ils se sont figés net, la bouche entr'ouverte. Ils fixaient le salon où David Leclerc était assis calmement dans le fauteuil en face du mien. Il ne les regardait pas. Il regardait le dossier, relié en cuir posé sur ses genoux. Le piège était tendu, et ils avaient marché droit dedans. Ils étaient venus s'attendant à coincer un vieil homme seul. Ils ont trouvé un juge et son conseil, attendant que la séance commence. Le moment de choc n'a duré qu'un battement de cœur avant de virer en rage balbutiante. C'est Marc qui a trouvé sa voix en premier, une voix tendue par un sentiment profond de blessure personnelle. « C'est quoi ça ?» a-t-il exigé, gesticulant sauvagement entre moi et David Leclerc. « Tu réponds pas à mes appels, tu gèles mes comptes, tu nous laisses comme nous laisses coincés au milieu de l'océan Pacifique avec tes petits-enfants. Et maintenant tu as ton avocat ici. Quel genre de jeu tordu tu joues ?» Il a fait un pas en avant, son visage un masque d'incrédulité. « On s'inquiétait à mort pour toi. On pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. On a appelé, et tu nous as ignorés. Pourquoi ? À cause d'une simple erreur honnête, avec un billet d'avion, une erreur pour laquelle on se sentait horrible. » Chloé, reprenant son aplomb, s'est placée à ses côtés, jouant le rôle de la mère outragée. « C'était l'expérience la plus humiliante de nos vies, Charles, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une émotion répétée. Être traités comme des criminels dans ce complexe. Expliquer aux enfants pourquoi on a dû dormir par terre dans un aéroport. Tu as idée de ce que tu leur as fait endurer, de ce que tu nous as fait endurer, tout ça parce que tes sentiments étaient un peu blessés. » Ils se tenaient là, un front uni d'indignation, tissant un récit où ils étaient les victimes, les héros innocents d'une histoire où j'étais le méchant cruel et imprévisible. Ils peignaient un tableau d'une vacance familiale aimante déraillée par le caprice inexplicable d'un vieil homme amer. C'était une performance magistrale. Mais c'était juste ça, une performance. Et j'avais déjà lu le script. Je suis juste resté assis, les mains sur les genoux, et je les ai laissés parler. J'ai laissé la tempête de leurs accusations se briser contre le mur de mon silence. J'ai laissé la dernière de leurs accusations s'estomper dans le silence lourd de la pièce. Je n'ai pas bougé. J'ai juste attendu jusqu'à être sûr qu'ils avaient épuisé leur stock d'indignation droite. Puis, j'ai parlé, ma voix pas plus forte qu'une conversation normale, mais elle a tranché la tension comme un rasoir. « Vous avez fini ?» La question flottait dans l'air, n'attendant pas de réponse. Marc a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. J'ai tourné légèrement la tête vers David Leclerc. Sans un mot, il a pris le dossier en cuir sur ses genoux et l'a fait glisser sur la surface polie de la table basse. Il s'est arrêté juste devant moi. Le bruit était doux, mais il semblait résonner dans la pièce silencieuse. Je l'ai ouvert. « Vous semblez penser, ai-je commencé, mes yeux sur mon fils, que c'est à propos d'un billet d'avion oublié. » J'ai sorti le premier document. C'était un relevé bancaire.
Je l'ai posé doucement sur la table entre nous. Parlons plutôt de ça. C'est un virement de 50 000 € de mon compte d'épargne au vôtre pour couvrir les dettes du business raté de Chloé. J'ai alors regardé Chloé, dont le visage s'était figé. Du dossier, j'ai sorti l'impression brillante de son post sur les réseaux sociaux. Je l'ai placé à côté du relevé. C'était la photo d'elle, souriante, tenant le nouveau sac de luxe. Et ça, ai-je dit, c'est une carte de remerciement à 2000 €, achetée 3 jours plus tard. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle n'a rien dit. J'ai replongé dans le dossier. Bien sûr, ce n'était que le plus gros retrait. J'ai commencé à sortir plus de papiers, des chèques annulés, des relevés de cartes de crédit que j'avais remboursés. Chacun, je l'ai posé sur la table, créant lentement une mosaïque de leur vie financière, un chemin de papier de leur dépendance. Voici les 10 000 pour la compte sur votre voiture. Voici les 5 000 pour vos impôts fonciers l'année dernière. Et ici, ai-je dit, laissant tomber une épaisse pile de reçus sur la table, les innombrables petites transactions. Dîner, vêtements pour les enfants, votre abonnement au club. Ils fixaient la pile grandissante de papier, leurs visages se vidant de toutes couleurs. La colère droite avait disparu, remplacée par la pâleur cireuse et la dread de gens pris sur le fait. Vous appelez l'aéroport une simple erreur, ai-je dit, ma voix baissant encore. J'appelle ça le retrait final et arrogant d'une banque que vous videz systématiquement depuis 5 ans. J'ai laissé le poids de cette dernière déclaration s'installer dans la pièce. Je les ai regardés, mon fils et sa femme, leurs yeux dartant entre les papiers sur la table et mon visage, cherchant une sortie, une faille, un moyen de retourner cette histoire en leur faveur. Mais il n'y en avait pas. J'ai fait un petit signe presque imperceptible à David Leclerc. Il y a juste une chose de plus, ai-je dit, ma voix calme. Vous appelez l'aéroport une erreur, mais les erreurs ne sont pas planifiées, hein? David Leclerc a plongé dans le dossier et en a sorti une seule feuille. C'était un email imprimé. Il l'a tenu en l'air. C'est une copie ordonnée par le tribunal d'un email envoyé de Marc Moreau à Chloé Moreau 1 semaine avant le voyage, a-t-il dit, sa voix, l'instrument neutre et détaché du fait. Le sujet est le plan Polynésie pour le vieux et le paiement. Chloé a fait un petit son étranglé au fond de sa gorge. Marc avait l'air d'avoir été tiré. David a continué, lisant directement de la page. Le corps de l'email dit, en partie, une fois qu'on l'aura au complexe, détendu et avec quelques verres dans le nez, il sera bien plus d'accord pour signer les papiers de déblocage. Les 30 000, c'est cher, mais le paiement du fonds rendra tout ça rentable. Les mots ont atterri dans la pièce et ont explosé. La couleur n'a pas juste fui de leur visage, elle s'est enfuie, laissant un gris translucide et cireux. Les masques d'indignation qu'ils portaient si fièrement n'ont pas juste fissuré, ils se sont pulvérisés en poussière, révélant la cupidité crue et agitée dessous. Il n'y avait plus de mots, plus de mensonges, juste la vérité laide et nue, étalée sur la table basse entre nous. Pendant longtemps, personne n'a bougé. Le seul bruit dans la pièce était le tic-tac de la pendule, chaque tic marquant une seconde de leur nouvelle réalité altérée pour toujours. La pile de papier sur la table basse n'était plus juste des preuves, c'était une pierre tombale marquant la mort de leurs illusions. Chloé a été la première à remuer. Elle s'est levée du canapé lentement comme une vieille femme, ses mouvements raides et cassants. Elle ne m'a pas regardé, elle n'a pas regardé son mari. Elle a regardé la porte d'entrée, comme une rive lointaine qu'elle devait nager pour atteindre. Marc est resté debout, figé, ses yeux fixés sur l'impression de l'email. Il avait l'air vidé, un cadre de bâtiment, après qu'un feu ait consumé tout ce qui était inflammable dedans. Il a enfin levé la tête, et ses yeux ont rencontré les miens. Je n'y ai vu aucune excuse, aucun remords, juste la ruine vaste et vide d'un homme qui avait parié toute sa vie sur une seule main perdante. Puis il s'est tourné et a suivi sa femme. Je n'ai pas dit un mot, je ne leur ai pas dit de partir. Pas besoin. La vérité était maintenant le propriétaire de cette maison, et elle les avait déjà expulsés. J'ai écouté leurs pas s'éloigner, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se fermer. Ce n'était pas un claquement, c'était un clic doux et final. Il n'y avait pas de triomphe en moi, pas de vague satisfaisante de victoire. Juste la paix lourde et profonde d'une tempête enfin passée, laissant une clarté calme et dévastatrice dans son sillage. L'ordre avait été restauré.
Quelques semaines ont passé dans un silence profond et réparateur. Le silence de mon fils n'était plus une arme contre moi, mais une conséquence qu'il devait vivre. Pendant ce temps, David Leclerc et moi étions occupés. Nous ne démolissions pas, nous construisions. J'ai rencontré Imani dans un petit café ensoleillé du centre-ville, le genre d'endroit qui sent le café torréfié et le pain frais. Elle rayonnait, pleine de l'énergie facile de la jeunesse et du but. Entre nous, sur la petite table en bois, j'ai posé un nouveau dossier. Celui-là était d'un bleu profond et plein d'espoir. « Je t'ai demandé de venir aujourd'hui », ai-je commencé, en poussant le dossier vers elle, parce que je voulais te montrer les plans de mon prochain projet. Elle l'a ouvert. Son front s'est plissé de confusion, puis ses yeux se sont écarquillés en lisant la première page. J'ai regardé son doigt tracer les mots. La Fondation Rose Moreau. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la mission de financer l'éducation de jeunes designers et architectes talentueux. Je lui ai dit que c'était construit sur l'idée que ta tante Rose chérissait toujours, que la plus belle chose qu'une personne puisse construire, c'est une porte pour que quelqu'un d'autre passe à travers. Les larmes qui ont monté dans ses yeux n'étaient pas comme celles que j'avais vues dans mon salon des semaines plus tôt. Celles-ci n'étaient pas les larmes d'une actrice. Elles étaient calmes, genuines et pleines d'une compréhension profonde. « Oncle Charles », a-t-elle murmuré, sa voix épaissie par l'émotion. « C'est tout ce qu'elle était, tout ce que vous avez construit tous les deux. » J'ai tendu la main par-dessus la table et posé la mienne sur la sienne. Une fondation a besoin d'un gardien solide, Imani, quelqu'un avec de la vision et de l'intégrité, quelqu'un qui comprend que le caractère du bâtisseur est la partie la plus importante de la structure. J'ai laissé mes mots s'imprégner. « Quand tu auras ton diplôme, ai-je dit, je veux que tu sois sa première directrice. Je ne t'offre pas un boulot, je te confie un legs. » Dans ses yeux, je n'ai pas vu l'éclat affamé d'une héritière. J'ai vu la lumière assurée et brillante d'une bâtisseuse, prête à se mettre au travail. Je suis de retour dans mon atelier maintenant. La maison est silencieuse, mais c'est un silence différent d'avant. Ce n'est pas le silence lourd de l'absence, mais le silence propre et immobile de la paix. Pendant des années, je pensais que mon legs était un nombre sur un compte bancaire, un filet de sécurité que je construisais pour mon fils. J'ai réalisé qu'on ne peut pas construire un filet de sécurité pour quelqu'un déterminé à couper les cordes. Mon fils et sa femme voyaient l'œuvre de ma vie comme un coffre à craquer. Ils n'ont jamais compris que sa vraie valeur n'était pas dans l'argent, mais dans la dignité du travail lui-même. Ils voulaient la table finie, mais ils méprisaient le bois, les outils, les mains calleuses qui l'avaient façonné. Un vrai legs n'est pas ce qu'on laisse aux gens, c'est ce qu'on laisse en eux. La fondation Rose Moreau, une structure qui construira des opportunités pour les autres, ça c'est un legs. Ce que voulait mon fils, c'était juste un héritage. Et j'ai enfin appris la différence. Quant à moi, mon travail n'est pas encore fini. Je planifie un voyage, un vrai cette fois, pas dans un complexe stérile, mais sur la côte du Ghana, pour voir les châteaux et les rivages où mon histoire a commencé il y a longtemps. J'ai passé toute ma vie à construire une maison. Maintenant, il est temps de voir d'où vient la maison. Je n'ai pas fait tout ça pour la vengeance. Je l'ai fait pour la chose qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Je l'ai fait pour mon propre respect de moi. Parce que la dignité, c'est la seule maison qu'on doit construire pour soi et qu'on ne doit jamais, jamais donner les clés à quiconque. Cette histoire n'a jamais vraiment été à propos d'argent. C'était sur l'érosion lente et silencieuse du respect qui peut arriver quand l'amour n'est pas gardé par des limites. Pendant des années, je croyais que mon rôle de père était d'être un filet de sécurité, de fournir sans question. J'ai appris, de la façon la plus dure, que la générosité sans respect est simplement du carburant pour la cupidité. Un vrai legs familial n'est pas un coffre à hériter, mais un standard de dignité à maintenir. Protéger sa paix et sa valeur personnelle n'est pas un acte égoïste. C'est le travail le plus vital et nécessaire qu'on fera jamais. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et quel est pour toi le vrai sens d'un legs?